moi je suis Laurence Patry, je suis adjointe auprès de la maire de Paris en charge de la mémoire et ce qu'on appelle le monde combattant, qui n'est pas les anciens combattants, je tiens à le dire, parce que le monde combattant c'est beaucoup plus large. C'est aussi effectivement les anciens combattants, mais bonjour, mais c'est toutes les personnes qui se sont investies, qui sont militants et qui se sont engagés à différentes périodes de l'histoire, en général pour notre liberté, ou en tout cas pour défendre les valeurs de la République. Voilà. Donc je suis tout à fait ravie de vous accueillir à l'Hôtel de Ville, et puis je sais qu'il y a un certain nombre de témoignages qui vont nous permettre d'avancer sur la mémoire et sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Et c'est des choses très, très importantes qui sont faites parfois dans le cadre de classe, parfois dans des établissements, des équipements publics de la ville de Paris, comme des centres Paris Anime, des moments faits en tout cas dans les quartiers populaires avec différents jeunes gens. Et là, je suis contente que vous puissiez faire ça dans cette maison qui est la maison commune de tous les Parisiens, de toutes les Parisiennes. Et donc, vous êtes ici chez vous, et même si vous n'êtes pas parisien ou parisienne et que vous êtes des environs, vous êtes aussi chez vous. L'essentiel, en fait, quand on parle de mémoire, évidemment, c'est la transmission aux plus jeunes, et pas forcément aux plus jeunes d'ailleurs, mais enfin, évidemment, l'idée c'est de transmettre aux plus jeunes pour qu'eux-mêmes puissent transmettre les valeurs de ce qui s'est passé et de ce qu'on veut transmettre des combats, des luttes et de la façon d'appréhender, comme je parlais, les valeurs de notre République. Mais ce qui est important, c'est que tout ça, ce soit vivant et que justement, ce ne soit pas forcément enfermé seulement dans les livres d'histoire ou dans des films, mais que ça puisse être quelque chose de vivant et d'en mouvement, et que chacun puisse l'enrichir au fur et à mesure, le porter, le transmettre à sa façon. Voilà. C'est ça qui est le plus important, c'est que la mémoire soit vivante. Oui, ça, parce que sinon elle est un peu congelée, et petit à petit, elle sera perdue. Oui. La guerre d'Algérie a changé la composition de la population française, les liens qui nous unissent. Et je ne vais pas me lancer dans de grands discours, mais vous êtes attentifs à la situation politique de notre pays. Et vous savez qu'il y a des partis, des hommes politiques, des femmes politiques qui jouent de certaines peurs qui peuvent être héritées de cette histoire-là que nous avons en commun. Et en expliquant cette histoire que nous avons en commun, eh ben, on déjoue certains pièges que l'on peut rencontrer dans l'actualité qui nous assaille via les écrans, réseaux sociaux et compagnie tous les jours. Et donc on va aborder cette guerre d'Algérie, non pas en historien, mais au travers de témoignages, de gens qui ont vécu cette guerre et qui l'ont vécue de points de vue différents. Avec Jean-Pierre Louvel, qui est un ancien appelé du contingent, je vous expliquerai en deux mots ce qu'est un appelé du contingent, Raïm Reziga, qui est un ancien FLN, et Madame Jacqueline Gozlan, qui est une juive d'Algérie. Voilà. Et ces trois mémoires-là vont nous donner trois points de vue différents sur cette guerre. On aurait pu ajouter, nous en discutions avec Alexandre juste avant la séance, d'ordinaire c'est le cas, une mémoire qui est celle des harkis. Notre témoin harki, qui est un ami, n'a pas pu venir aujourd'hui. Sachez que si vous avez des questions, des interrogations sur tout ce qui peut toucher la question des harkis, nous pourrions y répondre aujourd'hui, mais nous l'avons déjà fait, nous pouvons tout à fait imaginer également une séance spécifique avec ce témoin qui sera libre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Rien n'est mis sous le tapis, tout peut être dit aujourd'hui, et la séance va se déployer en deux temps. D'abord, on va écouter pendant 10 minutes chacun des témoins, et ensuite, et c'est ce moment-là qui est le plus important, on va échanger tous ensemble, la parole sera à vous, et n'hésitez pas à poser les questions qui vous passent par la tête et par le cœur. D'accord? Donc je vais laisser la parole à Jean-Pierre Louvel, comme je l'ai dit, donc un ancien appelé du contingent. Très rapidement, qu'est-ce qu'un appelé du contingent? Vous le savez, la guerre d'Algérie démarre en 1954.
Mais très vite, les troupes françaises qui sont là pour mater ce qu'on pense être au début une petite rébellion se trouvent insuffisantes, les troupes professionnelles, et donc on va faire appel aux contingents, c'est-à-dire aux jeunes hommes de l'époque, qui sont nés entre 1932 et 1942 à peu près, pour qu'ils viennent renforcer les troupes professionnelles. Ce sont des jeunes hommes qui faisaient leur service militaire. Aujourd'hui, vous connaissez la journée de défense et de citoyenneté qui a cours depuis 1995-1996, mais avant, vous le saviez, il y avait le service militaire. Eh bien, c'est les jeunes hommes qui faisaient ce service militaire-là, qui formaient le contingent et qui ont été appelés pour faire ce qu'on a appelé une opération de maintien de l'ordre et qui s'est révélée être la guerre d'Algérie. Je laisse la parole à l'un d'entre eux, Jean-Pierre Mouret. Oui, je suis un de ces anciens du contingent, et tu me disais, nous étions appelés à l'époque tous les 2 mois, par tranche, donc 6 appels par an, et cela consistait à partir en Algérie, ou alors, pour certains, de rester en France un certain temps, ou en Allemagne, et certains comme d'autres pouvaient partir directement, ça a été mon cas, puisque je suis parti pour 27 mois direct en Algérie. Oui, ce maintien de l'ordre et dit de sécurité, non, c'était une guerre, mais il a fallu 37 ans et demi pour reconnaître que c'était une guerre. Toujours est-il qu'un maintien de l'ordre et de sécurité qui donne les chiffres suivants, je ne vais pas vous en aborder de trop, mais ça c'est sur les 1 600 000 jeunes de mon âge et un peu plus vieux pour les sorcières qui sont partis, sachez que 30 000 ils sont morts, que 150 000 sont revenus blessés psychologiquement ou physiquement, que 400 sont disparus, que des civils algériens et européens, qu'ils soient fonctionnaires ou simplement ouvriers ou simples employés, sont morts, assassinés ou par attentat ou autre. Et puis aussi, j'ai une pensée pour ceux qui étaient dans le maquis, qui étaient en face, puisque moi j'étais dans un régiment un peu sur le terrain. Je dis qu'ils se battaient aussi pour une cause qui était leur cause, et on ne peut que, maintenant que j'ai presque 84 ans, on ne peut, et depuis longtemps, je respecte leurs souvenirs, car eux aussi ont souffert aussi. Pour vous dire que le service militaire à l'époque, il était de 18 mois. Mais pour des tas de raisons d'avoir du monde sur le terrain, il était porté à 24 mois et ensuite à 28 mois. Alors un service militaire à l'époque, c'était quoi? D'abord c'était obligatoire parce que lorsqu'on a 20 ans en 1959, je suis né en mois de mai 39, pardon, vous voyez un lapsus intéressant sur les mathématiques. Donc je suis né en 39 et disons que nous n'avions pas le droit de vote, nous étions mineurs, on avait simplement le droit d'aller faire notre service militaire. Pour ma part, j'étais déjà salarié, j'avais dû interrompre mes études faute de moyens financiers, mais peu importe. Donc j'étais appelé. Alors nous passions un conseil de révision, je vais employer les termes qu'il faut, simplement un conseil de révision, vous êtes dans une mairie, et vous êtes une cinquantaine de jeunes gars de 20 ans, à poil, voilà, tout nu. Et on vous regarde sur toutes les coutures, devant vous il y a un médecin-major, il y a le maire, les élus, ou je ne sais qui, et on regarde. Vous êtes bon service armé, ou alors vous êtes exempté temporairement, ou alors vous êtes réformé définitivement. J'ai eu cette chance énorme d'être bon service armé. Donc, à partir de ça, j'ai attendu 2 mois, et là, on nous a envoyés pour 3 jours dans un centre de sélection qui se trouvait à Cambrai, je suis né en Normandie. Et donc, à Cambrai, on a jaugé si, intellectuellement, physiquement, qu'est-ce qu'on pouvait faire de nous. Et après ces 3 jours, j'ai attendu ma feuille de route, et je suis parti le 6 juillet 1959, je suis parti directement pour Arras. Vous voyez, on va de Arras, on repart par Paris-Versailles, on prend le train et on débarque au camp de Sainte-Marthe à Marseille, un camp de rassemblement de ceux qui reviennent et ceux qui partent. Il n'y a pas la peine de vous parler de l'ambiance, c'est un peu spécial. Et j'ai embarqué sur un navire qui s'appelait la Ville d'Oran, qui était un moutonnier, qui en même temps fait des transports de troupes. À fond de cale, même pas la peine de vous dire l'ambiance, le fond de cale, moi je sortais de ma province, le roulis et ainsi de suite, c'est même pas la peine de rentrer dans les détails, on a vite regagné le pont et couche toussé sur le pont. Je suis arrivé à Oran, et à Oran, j'ai tout de suite vu qu'au centre à Oran, je vous dirais que l'ambiance était telle que j'ai pensé tout de suite que tant qu'à faire
d'être dans une casserole, il vaut mieux tenir la poêle par la queue et que d'être dans la casserole ou dans la poêle. Et donc, je me suis inscrit pour aller préparer les élèves officiers de réserve, sans avoir de velléité d'ailleurs d'être officier, mais je me suis dit au moins, peut-être que je verrai autre chose. Je suis parti à Mostaganem pour 2 mois, j'ai fait mes classes, et là, bon, on apprenait à combattre. Notre sergent qui nous encadrait, et avec particularité, il avait appartenu à la Wehrmacht. Il s'en félicitait parce qu'il nous disait qu'il était passé par la Légion. Vous dire que ça a été rose, mais enfin je suis là, donc je n'ai pas trop à me plaindre. Je veux vous dire qu'au fronton de notre chambrée de 43, par lit de 3 étages, c'est un brassage social. Il y a celui qui n'est jamais sorti, celui qui ne savent pas, celui qui dit des gros mots quand vous n'avez pas été élevé comme ça. Il y avait un brassage social intéressant, un apprenti curé, il y avait tout. Et à partir de ça, c'était marqué voir sans être vu et tuer sans être tué. À partir de ça, donc je n'ai pas passé le concours suite à un accident, mais j'ai rejoint mon bataillon, le 6e bataillon de tirailleurs algériens, qui se trouvait à la frontière franco-marocaine, en dessous de la Sefra, et nous étions chargés, dans ce bataillon de tirailleurs algériens, d'intercepter les renforts qui venaient du Maroc, renforcer les troupes de l'armée de libération nationale et le FLN qui se trouvaient à l'intérieur des terres. C'était sur la ligne Maurice, la deuxième partie, celle qui se trouve sur le Maroc, qui avait l'identique sur la Tunisie. Donc après, arrivé au bataillon, je dois vous dire que dans mon bataillon, il y avait à peu près 130 gars, et c'était composé d'une bonne dizaine de gens comme moi, appelés soit métropolitains, comme on disait, donc qui faisaient leur service militaire, de jeunes appelés algériens, ou de jeunes appelés européens nés en Algérie qui vivaient, et pour tout le reste, j'étais dans un régiment d'engagés, à savoir de soldats de métier, et il faut le rappeler, ces soldats de métier, ils étaient des plus âgés, maintenant ça fait sourire, ils avaient au moins 40 ans, vous voyez ce que ça donne, quand on en a 20, et ils avaient fait 39-45 et l'Indochine. Mais je dirais que parmi ces gens-là, il y avait énormément qui avaient servi dans les unités, qui avaient libéré la France, ceux que vous avez pu voir le vivre indigènes, et qui remontaient, le 7e régiment de tirailleurs algériens. J'ai ici Francis qui en faisait partie de ce régiment, pas de cette époque-là, mais si vous voulez, il faut bien dire que c'est grâce à eux aussi que la France a été libérée. Dans ce coup de chapeau, j'en donnais. Donc j'étais avec ces gars-là, et ma foi, moi, tout jeune, sorti de ma campagne, je vivais au milieu. Au bataillon, c'était simple. La vie, elle était assez difficile. Nous avons couché sous la tente pendant 2 ans. On a partagé le gourbi, le colis, et ainsi de suite. Les aspects joyeux, les aspects moins joyeux. Mais il n'y avait pas de problème entre nous. J'ai pu souvent fêter le Mouloud ou l'Aïd que je l'ai fêté Noël. Mais ça, au contraire, ça m'a fait connaître au moins des plats que j'aime. Et comme j'ai eu le bonheur d'épouser une fille au Maroc, bon, maintenant je suis habitué à monter à la menthe tous les midis, donc ça ne me pose aucun problème. Je vais vous dire que, par contre, mes fonctions, j'étais donc fusilier voltigeur, grenadier voltigeur, pourvoyeur du mortier, et en même temps caporal ensuite et sous-officier, chef de groupe. Mais j'ai eu une chance énorme par rapport à certains copains, c'est que, comme j'avais mon premier bac, j'ai été repéré par le capitaine et qui m'a dit, le sergent-chef, qui est le major, qui gère la compagnie, signera les papiers et tu t'occuperas du reste. Donc, je gérais donc la compagnie pour les vivres, les munitions, les départs en opération, mais naturellement, je n'étais pas exempté d'opération. Je vais dire qu'en gros, je faisais 50-50. Donc, comme tout le monde, j'étais dans le bled, au crapahut, et soit que nous partions d'opération, parce que sur un coup de téléphone, on entendait Hannibal, comme le passage des Alpes, hein, et nous partions dans nos camions, avec nos armements, et intercepter les forces de renfort sur le barrage électrifié. Et je dois dire que c'était donc ce qu'on appelle une espèce de chasse à l'homme, si vous me permettez l'image, mais on courait après quelqu'un quand on ne savait pas où il se trouvait, n'importe quoi. Alors je peux vous dire que soit nous débarquions dans un endroit, dans un Djebel Oxour, dans le Créder ou dans le Mzi, si je me souviens, et là, soit un hélicoptère nous attendait pour nous déposer, ça c'était la solution confort, on montait dans l'hélicoptère et on les déposait à 2000 mètres, ou alors on y allait à pied, et puis une fois arrivé, nous allions au contact ou pas,
et nous repartions en marchant 10, 20, voire 25 km. Voilà. Et souvent, nous partions pour un jour et on restait 8 jours. Mais je n'étais pas le seul. Moi, je vais vous dire, j'ai eu cette chance énorme, c'est que mon capitaine m'avait dit, vous ferez les opérations et en même temps les embuscades et les gardes. Merci mon capitaine. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les gardes, on a la trouille, et vous avez 20 ans, vous vous demandez, tout ce qui bouge, ça peut être quelque chose qui veut. Et donc, la seule chose que vous arrivez à faire de temps en temps, que vous ne devriez pas faire, c'est que vous tirez un coup de feu, ça vous apaise parce que ça fait venir les copains, et vous avez moins la trouille parce qu'il arrive. Voilà. Moi, les héros, moi je veux bien, vous êtes peut-être héros par hasard ou je ne sais quoi, mais moi je ne me considère pas héros. J'ai eu peur comme tout le monde, et voilà. Je peux vous dire aussi que ce que j'ai vécu, c'était que sur les pistes, c'était miné, donc on avait la trouille. Parce que les mines classiques, ça explose du premier coup, mais les mines qu'avaient nos adversaires de l'époque, elles étaient, comme on dit, à crémaillère. Le premier camion passait, le deuxième aussi, mais le troisième sautait. Et combien de gars, hélas, on a pu connaître ces choses-là. Je dois vous dire aussi que, comme tout le monde, comme tous les copains, moi j'ai connu ce que de marcher dans le djebel, c'est-à-dire la caillasse, la soif, la sueur, la trouille, je vous l'ai dit, la peur, l'état des pieds, où les chaussettes collent, parce que quand vous restez plusieurs jours au lieu d'un jour, on ne peut pas dire que vous êtes en état de propreté, mais comme on est tous pareils, ça change peu. Les boîtes de ration, on ne mange pas toujours à sa faim, et on ne boit pas toujours. Par contre, quand vous avez 20 ans, il y a le côté triste, il y a le côté joyeux. On ne peut pas empêcher un gamin de 20 ans, tout d'un coup, de rigoler, de balancer des vannes. Et je vais vous dire, l'anecdote, c'est qu'un copain, Villimard, il était, je me souviens de lui, il était ramoneur, en Savoie, et il chantait Étoile des neiges là-haut à 2000 mètres. Bon, ça nous faisait rire, voilà, c'était comme ça. Et bon, puis tout d'un coup, c'était plus la même chanson, si j'ose dire. Hein, il y avait des accrochages. Pour ce domaine-là, je vous dirais simplement que c'est mon domaine secret et que je n'ai jamais envie de parler de ça. Vous êtes jeune, l'avenir vous attend, et c'est pas la peine de parler trop des événements, non. Le côté cow-boy, c'est pas mon style, et je laisse ce soin aux historiens ou à d'autres qui n'ont pas le même esprit. En ce qui concerne, je peux vous dire, oui, j'ai vécu au fait le putsch. Le putsch, ce sont ces généraux qui se sont rebellés, à la juste, qui se sont rebellés d'ailleurs, et qui le putsch a avorté, mais moi je l'ai peu connu, parce que les Algériens qui étaient avec moi, engagés et appelés, sont restés fidèles. Ils portaient suffisamment de décorations pour s'être battus pour la France et avoir un respect profond pour la République française, et ils n'ont pas adhéré au putsch d'Alger. Donc j'ai peu connu. J'ai eu une aventure simplement, comme mon copain ici présent, Francis, où on m'a sommé de dire qu'est-ce que je faisais. Moi j'ai dit que je ne faisais pas le sentiment de parachutiste, et sauter sur Paris n'était pas mon style. Bon, donc ça s'est calmé. Par contre, j'apporte ce sujet aussi toujours, tu me couperas si jamais je suis trop long comme d'habitude, la torture. Ben oui, on n'a pas nié, la torture, elle a existé. Elle a existé de la part des Français. Je peux même vous dire que des jeunes appelés français, parce que l'homme est l'homme, ils ont procédé à des choses qui sont inadmissibles. Il n'y avait pas que les engagés, ou autres, ou les parachutistes, ou la Légion, ou je ne sais qui, il y a eu dans tous les cas des gens. Alors il y avait ceux qui... Alors, il y avait aussi un service spécialisé qu'on appelait le DOP, Direction d'opération, qui s'occupait de ça. Moi, j'ai eu la chance d'appartenir à une unité, la 2e compagnie de combat du 6e bataillon tirailleur algérien, dont le capitaine, que je salue et qui n'est plus de ce monde, on va appeler René, il était de Guisny dans le Finistère. Quand il s'est avéré ce genre de situation, où, comme on dit, on coxait un gars, ou plusieurs gars, il s'agit de savoir qu'est-ce qui se passait. Il y avait l'embuscade de prévu, il y avait autre chose. Alors, vous savez, à 20 ans, 2500 km de chez vous, c'est facile quand vous êtes dans un bureau à 2500 km et de vous dire « Ah ben je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça », d'accord, ça n'excuse rien. Mais moi, je dis que ceux qui envoient des gars à la riflette, bon, chacun prend ses responsabilités. Et derrière son bureau, c'est facile. Être in situ, c'est difficile. Moi, je dois vous dire en tout cas que mon capitaine avait dit « Pas de ça chez nous, les gars ». Et j'ai eu l'aventure suivante, c'est que, ayant été sous-officier, je me suis trouvé face à un gars, il y avait une embuscade prévue, et
croyance ou pas croyance, en tout cas, j'ai souhaité qu'il parle. Ça a mis un certain temps, et je peux vous dire qu'il a eu la vie sauve, parce que je lui ai promis, et un matin, il est parti sous une bâche, direction la gendarmerie. J'espère que s'il a mon âge, il est grand-papy, et que tout va bien pour lui. Mais en tout cas, mon père m'avait accompagné à la gare, je me souviens un peu de ses propos, le 6 juillet 59, quand il m'a accompagné à la petite gare de province. Mon père était un résistant comme ma mère. Il m'a dit, reviens-nous mon fils et les mains propres. Alors je vais vous faire un aveu, j'ai pas les mains très sales, mais je n'ai pas les mains propres non plus. Mais je n'ai pas à m'excuser. Hein. Simplement, j'aurais aimé savoir qu'envoyer des gars de 20 ans se battre, comment vous faites pour tirer votre peau, hein? Vous devenez un martyr ou pas? Alors aussi, de l'autre côté, côté algérien, hein, mon ami Raïm, et là, je pense qu'on se connaît bien, je vous ai souvent posé la question. C'était pas joli, une guerre n'est jamais jolie. Quand vous retrouvez des gars dans des positions qui sont achevées ou qui ont été blessés et qu'on a un peu terminé d'une certaine façon, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment voulez-vous que des gamins de 20 ans qui trouvent ça à leurs copains n'aient pas un désir de vengeance? L'homme, il est l'homme, ainsi de suite. Donc, rien n'est excusable, rien. Mais c'était réciproque. Le jour où on trouvera une guerre propre, vous m'expliquerez, à moins d'appliquer sur un bouton, et encore, c'est pas propre, mais en tout cas, c'est ça. Je ne cherche pas d'excuses en tant qu'appelé du contingent, ni d'excuser les gens qui étaient avec moi, mais en tout cas, moi je peux vous dire que j'ai la tête haute, et je peux vous parler les yeux dans les yeux de ce côté-là. J'ai eu cette chance énorme de ne pas avoir à faire des saloperies. J'emploie les mots qui conviennent, je parle cash. Alors mon retour, eh ben, j'avais bien changé, parce que du petit gars qui était parti de sa Normandie, qui avait 20 ans, ben, on peut dire que la solitude, ce que j'avais vécu, a fait que mes parents, surtout ma mère, a eu du mal à reconnaître son fils, qui n'était pas facile à diriger, si j'ose dire, si tant soit peu, parce que partir à 20 ans et revenir à 22 ans et demi, on a un peu changé. Hein. Je vous dis aussi tout de suite qu'avoir 20 ans, c'est pas avoir 20 ans que vous avez maintenant. Hein. J'étais légèrement brut de décoffrage. Hein. Un peu couillon, c'est mon expression. Hein. J'étais pas tellement évolué. On n'avait pas les outils que vous avez. Donc c'était un peu différent. Je dirais simplement qu'à mon retour, j'étais un petit peu aigri, un peu bagarreur, alors que je n'étais pas à prendre avec des pincettes, que la censure me gênait beaucoup, et que je poussais des gueulantes devant la télévision en écoutant la radio, si bien que ma famille et ainsi de suite en avait un peu ras-le-bol de ce fils qui rentrait un petit peu déboussolé. Il n'y avait pas de cellule psychologique comme maintenant, j'en veux pas. On nous a dit simplement, quand je suis rentré, j'étais salarié, on m'a dit après ma perte libérable, on m'a dit tu vas au boulot, puis alors écoute, tu te fous la paix avec des histoires. Hein? C'est du passé, on passe à autre chose. On avait l'impression que tout le monde s'en foutait. Voilà, c'était passé. Par contre, nous, on restait dans l'idée, moi je me disais, mais les copains que j'ai laissés, parce que par tranche de deux, qui étaient 2 ans, qui avaient 2 mois de plus que moi, ils étaient restés là-bas, qu'est-ce qu'ils devenaient? Que ce soit Messaoud, Abdelkader, ou que ce soit Jean ou René, qu'est-ce qu'ils devenaient? Moi, un de mes meilleurs amis, je vais montrer une photo hier, c'était un sergent-chef qui s'appelait Cossagueya Di Fiore Orlando, et je prononce très mal, pied noir, pardonne-moi Francis, engagé, militaire à 16 ans et demi, qui a combattu en Afrique du Nord, qui a combattu en Alsace, et à côté de lui, la photo, je l'ai donnée à mes amis, ben, il était avec le sergent Amara, qui lui avait fait aussi le combat pour défendre la France. Ils avaient fait l'Alsace ensemble. Donc, et ces deux-là vivaient ensemble. Tant qu'à moi, je vais vous dire, quand il y avait les fêtes, les gars m'appelaient, mes gars de ma section, il y avait avec moi, il y avait un gars comme moi, un métro, comme on disait, et tous les copains qui étaient avec moi dans la section, ils étaient algériens. Hein, Amraoui, Abdelkader et tout ça, je peux vous citer des noms, j'ai un petit carnet, et ben Luna, ben, il m'appelait en me disant, chef, tu viens manger, on mangeait le mouton. Hein, c'est comme ça, je peux vous dire que les machines de mouton, si j'ose dire, je vous dis pour le nom, les testicules de mouton, c'est un peu dur à manger. Hein, et pour un gars comme moi habitué, mais par contre, je peux vous dire, j'ai savouré le mouton. Tout ce que je peux vous dire également, c'est que mon ressenti, pour moi, ça a été un vaste gâchis. Un gâchis de jeunesse, un gâchis des deux côtés. Que
les plaies ne sont pas refermées. J'espère qu'un jour, elles vont enfin se refermer, comme tout le monde aura eu l'honnêteté et la réciprocité de dire les choses. Que, d'un autre côté, comment expliquer la chose? On a tellement raconté de choses. Beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas le sujet, qui n'ont même pas vécu, se répandent dans des trucs. Peut-être qu'au sein de vos familles, et là j'ai le plus fort respect, j'ai à côté de moi, vous voyez, de temps en temps, on a notre copain Raj, qui était sous-lieutenant dans l'ALN. Et alors, le souvenir que l'on a, c'est au lycée d'Hydro. Nous arrivions, grâce à l'équipe de l'ENAC, et c'est H, son prénom, hein. T'as bien dit, mais mon nom est bien. Bon. Il arrive avec sa canne, il a donc quoi, à peu près mon âge, il boitait, et il me dit, oh fils, tu me donnes le droit. Nous montons l'escalier, et accueillis par la directrice de l'ENAC, et je la verrai toujours, bras dessus, bras dessous avec Hadj, hein, on se présente, Jean-Pierre Louvel du contingent, chez Hadj de la LLN. Elle nous a regardés, et je pense qu'elle s'est posé la question en disant, elle a dû se poser quelques questions. Mais bon, c'est une personne intelligente, hein, et aussi c'est son métier. Mais je dirais, avouez franchement, Raïm, on ne va pas se foutre sur la figure, et ni Hadj, c'est ce qu'on peut faire. C'est se dire, moi, qu'est-ce que je suis allé foutre là-bas, puisque de tout sens, je tiens à vous dire, je parle cash, je suis le fils d'un ancien résistant. Et dans ma famille, disons que nous savions quand même que l'Algérie, comme l'a été le Maroc et la Tunisie, avait demandé son indépendance. Alors, moi, je pose la question, j'ai la réponse, mais elle m'appartient. Pourquoi avons-nous continué là-dessus de m'entêter? Je ne fais pas de politique, je ne fais rien. Je fais un constat, problème économique, problème de liberté, problème de ceci, je laisse le soin. Et à vous les jeunes, c'est la chose que je verrai. Et je terminerai en vous disant que pourquoi je témoigne aujourd'hui? Ben, je témoigne parce que j'ai attendu longtemps avant de rejoindre des copains de la Fédération nationale d'anciens combattants d'Algérie, une des associations, dont Francis est le président sur Paris et moi son vice-président. Et en même temps, je suis président de l'Espace Parisien qui regroupe des autres associations, et ici présent Roger Barbieux, qui est le président des ACPG, et la partie militaire d'Algérie. Il nous manque Arlette, qui est de l'ARAC, une autre organisation. Nous sommes tous réunis pour transmettre la mémoire aux jeunes générations, sans faire de leçons. Et moi, je veux vous dire que notre engagement, et mon engagement personnel, c'est parce que j'en avais un petit peu marre que l'on déforme les choses. Moi, je n'ai pas envie qu'on les jette à la face, à la guerre ou n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du tout responsable, comme les 1 700 000 qui sont partis. Il y a eu des raisons politiques, des problèmes qui n'ont pas été réglés. Mais je suis désolé, j'aurais pu déserter, refuser d'y aller. Vous croyez qu'un salarié de EDF, GDF, quand c'était le cas, avec son petit salaire, on l'aurait accueilli au Châtelaine, au Luxembourg, et ainsi de suite? Ben non. Non. Donc je suis parti bêtement, comme on part à l'abattoir. J'aurais pu, je n'ai pas eu ce courage. Courage de l'acheter? Je ne sais pas. Je me pose encore la question, à 84 ans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai une chance énorme. C'est d'être vivant et d'être présent là. Alors je terminerai simplement pour vous dire que mon engagement, il touche à transmettre la mémoire aux jeunes, comme je peux, avec ma façon et ainsi de suite, avec mes mots, simplement. Et pour vous dire que vous êtes la jeunesse. Bon, alors dans vos familles, qui ont été durement touchées, j'en suis certain, on ne se connaît pas, mais je suis certain que vous avez vécu dans un environnement où vous avez votre grand-père, pas le père, parce que tout d'un coup je calcule mal, je suis grand-papa depuis 3 ans d'un petit garçon, il était temps que mes fils s'y mettent, hein, et d'une petite fille. Alors je vous fais même une confidence, hein, j'ai un problème actuel, ma belle-fille est russe. Vous voyez ce que ça peut donner, hein, franco-russe. Alors c'est pas la peine que je vous parle de la France et d'Algérie, hein, ça va, chez nous, on fait comme on peut. Hein, voilà. Vous mettez ça, vous n'enregistrez pas, cher ami, c'est pas la peine. C'était une réflexion plus personnelle. Donc,
Et là, on a assez à régler les problèmes. Mais moi, je me dis, discute si c'est possible. Parce que dans des familles, on ne parle pas toujours. Je vais terminer parce que je suis trop long. Mais dans vos familles, on va parler de ça. Forcément, votre papy, votre grand-père, on ne dit peut-être pas forcément le papy dans vos familles, parce que comment on dit papy et mamie, mais on vous en parle. Alors, j'espère qu'on en parle franchement, comme je vous en parle franchement aujourd'hui. Hein? Pourvu que la sagesse l'emporte. Alors, les vœux, j'en ferai jamais parce que chacun pense à ce qu'il veut, mais je vais vous dire, pour moi, il est grand temps qu'on se regarde, qu'on dise les choses comme il faut, que chacun reconnaisse que c'était une saloperie et qu'on n'aurait jamais dû tomber là-dedans. Mais que l'homme est ainsi l'homme. Et que vous êtes porteur. C'est vous la jeunesse. C'est vous. Moi, ça y est. Bientôt, je vais éteindre la lumière et fermer la porte. J'espère être centenaire pour voir mes petits-enfants. Mais tout. Hein? Donc, si vous voulez, moi j'ai confiance en la jeunesse. Elle est porteuse d'espoir et vous nous faites confiance. Mais je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Jean-Pierre pour ce témoignage, et on s'aperçoit bien de l'exercice singulier qui est la transmission de la mémoire. Et merci pour à la fois ce que tu as dit. On entend souvent parler, dès qu'on évoque la guerre d'Algérie, de la question de la torture. Tu l'as dit avec les mots qui sont les tiens et sans rien retrancher de ce qui était de ta vérité. Merci aussi pour l'après-guerre d'Algérie. Une guerre ne s'arrête jamais à la date officielle de la signature de tel ou tel accord, et comment on essaie de retrouver auprès de ses proches, dans son environnement professionnel, comment on essaye de réparer l'irréparable en fait. Et tu nous as montré que c'était très compliqué, et qu'en même temps il y avait un espoir, celui de transmettre cette mémoire pour qu'elle soit portée par vous la jeunesse. Et ce que nous entendons, c'est non seulement des témoins de la guerre d'Algérie, mais aussi tout simplement nos aînés, c'est-à-dire des gens auxquels le passage du temps a appris des choses que nous ignorons encore. Et tout ça, voilà, mérite respect, considération. Et nous allons passer sur le second témoignage, celui de Raïm, qui est particulièrement intéressant. On bascule là de l'autre côté. Vous voyez les petits échanges qu'il y a eu entre eux. Ces deux personnes auraient pu finalement se retrouver face à face il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, ils sont côte à côte. C'est aussi le message que nous souhaitons faire passer. Raïm, qui a donc été engagé dans le FLN en France. Et c'est stratégiquement quelque chose de très important. Quand on pense au FLN, on imagine tout de suite présent dans les maquis d'Algérie, mais ses positions en France sont éminemment stratégiques, dans le sens où la guerre se joue en effet avec des fusils, des armes, des batailles, mais la guerre d'Algérie s'est jouée aussi diplomatiquement, à l'ONU, avec les puissances régionales que pouvaient être l'Égypte, avec les superpuissances que pouvaient être les États-Unis, la Russie, enfin l'URSS à l'époque. Et elle se joue aussi dans l'opinion. Et le rôle du FLN en France a été de faire basculer l'opinion française du côté de l'indépendance algérienne. Et c'est une partie de cette histoire que Raïm, qui l'a vécu au premier chef, va nous conter maintenant. Merci Raïm. Merci. Moi c'est Raïm Reziga, j'ai 82 ans. Je suis originaire de la région de Sétif, d'ailleurs, région de Sétif. Je vais parler beaucoup plus d'abord en tant que porteur de mémoire, mon témoignage par la guerre d'Algérie, et en tant que passeur de mémoire à travers une association qui travaille sur la mémoire, voilà, une mémoire partagée. D'abord, comment je me suis retrouvé en France? Figurez-vous que mes deux oncles, Rezigat Issa et Rezigat Laïd, que je leur rends hommage, eh ben, ils ont fait la guerre 39-45. Et ils ont été faits prisonniers en Allemagne. Et à la fin de la guerre, au lieu de partir en Algérie, eh ben, ils nous ont fait venir les 4 frangins qui étaient déjà dans le petit doigt, pour Jacqueline, Maadid, Nsila, c'est une région de Sétif. Voilà. Et pour ne pas trop, pour aller à l'essentiel, arrivé très jeune, bien sûr, on ne comprend pas le français. De toute façon, la plupart à l'époque, des Algériens qui venaient de ces régions-là ne comprenaient pas le français. Ils ne parlaient pas du tout, c'était pas leur... Voilà.
D'ailleurs, je servais en tant qu'écrivain public. J'ouvre une parenthèse. Et dans les lettres qu'ils reçoivent d'Algérie, ou quand ils envoient, ils leur disent souvent « un tel est mort ». Un tel était emprisonné, un tel connaissait la gendarmerie passée, l'armée passée. Mais ils le disaient d'une manière pas directe. Ils disaient à leur manière, mais vous comprenez très bien ce qu'ils voulaient dire. Alors effectivement, la présence, on disait là, de deux mouvements. C'était le mouvement national algérien dirigé par celui qui a eu l'idée première de l'indépendance, c'est Meza El Haj qui a créé l'Étoile nord-africaine en 1946. Et lui, il a beaucoup plus opté pour une solution politique, pas armée. Et puis quelques jeunes, 22 d'ailleurs, hein, qui ont dit la France est rentrée par la force, ben, elle sortira par la force. Donc ces mouvements, c'était le FLN qui existait dans la ville de Saint-Étienne. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de meurtres entre les deux organisations. J'en témoigne parce que je vivais là. Voilà. Et en 1958, le FLN a été démantelé, complètement démantelé, ce qui fait quelque part, on m'a un peu chargé, je dis un peu parce que ce n'était pas quelque chose de clair, de reconstituer le FLN. Pourquoi? Parce que moi je connaissais tout le monde. Voilà. Je connaissais tout le monde. Donc, au mois de février, j'avais reçu ce message-là. Au mois de mai, d'ailleurs je me rappelle toujours, avec l'arrivée de De Gaulle, deux inspecteurs connus dans Saint-Étienne, très connus d'ailleurs, je suis sûr qu'aujourd'hui, les anciens doivent s'en rappeler. C'était deux inspecteurs corses, l'un qu'on appelait le Chibani, parce qu'il était âgé, et l'autre on appelait le Rouquin. Et quand on entend le Rouquin et le Chibani, ils étaient tous ensemble de toute façon, dans le quartier, ben, on a intérêt à se cacher. Parce qu'il y avait tout le temps des rafles, des injustices, des humiliations. Donc on m'embarque, on m'arrête au commissariat de Terre-Noire, pour ceux qui connaissent la ville de Saint-Étienne. Il est vrai, parce qu'on dit que tout à l'heure la torture allait aussi exister en France. Preuve, j'ai encore une trace de prise électrique sur mon pied, ici, en bas. Je vais pas vous montrer. Je suis resté 2 jours dans les bureaux des inspecteurs. Ils avaient une petite cellule comme ça. Et en fait, après, il m'a transféré dans une cellule en bas du commissariat. Et je suis resté 1 mois dans une cellule, pas de lumière. Alors je pose la question à nos amis, surtout ceux des anciens, pourquoi on m'a gardé au commissariat 1 mois? C'est illégal. Pourquoi? Allez, qui dit une réponse? Pourquoi on m'a gardé? Alors j'avais 17 ans et 6 mois. Non, vous ne savez pas? Parce qu'à l'époque, majeur c'est 21 ans. Donc, il ne pouvait pas m'emmener en prison. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on m'a pris avec d'autres détenus d'ailleurs, pas que moi, hein, et nous a embarqués au camp de Larzac. Le camp de Larzac, arrivé là-bas, il y avait déjà 1 millier de détenus qui étaient sur place, du camp de Larzac. Parce que après, je suis revenu en 61, il y avait 11 000 détenus. Et quand je descendais du bus, déjà les gens là-bas, ils criaient « Allah, yarham Français, j'ai voulu l'aide ». Est-ce qu'il y a des gens qui parlent arabe ici? Non? Monsieur. Excusez-moi, oui, excusez. Qu'est-ce qu'il y a? Allah yarham. Allah yarham Français, j'ai voulu l'aide. On implore Dieu et on voit qu'ils ont ramené des enfants. Voilà, oui. Que Dieu bénisse la France et ramène des gosses. C'est ça. Et dans la sortie de la semaine, de loin on m'appelle « Hey, Rahim, Rahim ». Donc j'ai gardé ce surnom Rahim jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai adopté. Donc je ne vous parle pas des conditions du camp. C'est un peu la caserne, quoi. On était 180 à 200 dans un bâtiment, passé à la caserne. Du superposé, etc. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas on ne peut pas dire qu'on avait la vie dure, mais on avait la vie dure quand même. Bon, quand je dis pourquoi la vie dure, parce que, je ne sais pas, les anciens le connaître, tout d'un coup, parce que nous, on avait des délégués du camp. On avait des délégués, quand quelque chose ne va pas, on râle. C'est normal, hein, qu'on râle. Du coup, il y a les CRS, l'armée, qui rentrent, comment on appelle ça, ils mettent le lit dehors, ils nous amènent dehors, devant le stade, les malins, quelquefois ils nous laissent 3 à 4 jours, 3 à 4 heures debout sans bouger. Enfin, voilà, il y a des situations comme ça. J'ai souvenir
le camp de Larzac. Hein. Un jour, on trouve un rat dans la soupe. Un rat, oui, un rat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se plaint à l'administration du rat, on nous dit des bêtises. On l'avait là-bas, on l'a montré. Depuis ce jour-là, nous on a décidé de mettre des délégués qui vont chercher le manger, quoi, pour tout le camp, parce que c'est nombreux. Tant qu'eux, ils goûtent, ils voient que c'est bien fait, ils disent ramenez les gamelles, quand on voit quelque chose qui ne va pas, hop, on refuse. Et là, ça entraîne la grève, ça entraîne la répression et tout ça. Voilà. Après, on m'a transféré au camp de... D'ailleurs, je voudrais quand même un aspect important du camp, très important pour moi, en tous les cas par rapport à aujourd'hui. Je parlais l'arabe. Et c'est là que j'ai appris à écrire l'arabe, dans le camp. Parce que dans le camp, il y avait cette solidarité formidable. Moi, je donnais des cours de français, même si je n'étais pas très fort en français, mais enfin, tous les cas, tout le monde, quel qu'il soit, des maths, du judo, enfin, il y avait tout le monde faisait des ateliers pour apprendre ensemble, avec l'anglais, etc. D'ailleurs, même l'argent qu'on reçoit, il y a une caisse commune, parce que le FLN avait constitué un comité de soutien aux détenus, et les prisonniers qui connaissaient, ils leur envoyaient les mandats. Mais ceux qui n'ont pas de mandat, ben, il y avait une caisse commune, on recevait le même montant, comme tout le monde, même si on n'est pas dans la liste. Et en même temps, s'il y a des colis, parce qu'ils reçoivent des colis, les jeunes prisonniers, tout ça, ben pareil, il y avait des colis qu'on partageait, ils étaient à la table, ils arrivent, on les met à la table le soir, et on partage comme tout le monde. Ça, c'est quelque chose que je garde en moi, formidable, parce qu'on ne peut pas vivre ce genre de solidarité. Bon, on m'a amené au camp de Tôle, c'est un camp à côté de Lyon, Bourg-en-Bresse. Là, il y avait 2000 jeunes. Parce que c'est pour les soustraire à l'influence de la FLN. Puisqu'il faut savoir que dans tous les camps où j'ai été, il y a le service d'action psychologique, la SAS. La SAS, qui fait qu'ils sont là pour essayer de détourner les gens de leur militantisme. Donc, bref. Et dans ce camp-là, vers le mois de février 1961, l'administration décide de partager le camp en 4. Il y avait ceux qu'on les appelait les irréductibles. Ceux-là, je vous assure, dès qu'on les appelle, on savait très bien, parce qu'on avait nos informations, souvent ils appelaient pour les amener en Algérie. Voilà, tout simplement, c'est pour les fusiller là-bas, parce qu'il ne faut pas le faire en France. Voilà. Il y avait le camp des durs, cela a été très surveillé, parce que il y avait les camps de récupérables, bon voilà, et puis il y avait le camp des doux, ça ne va pas très bien. Où est-ce que je suis tué? Et du coup, moi je faisais partie des camps des deux. Enfin, quand je faisais le camp. Après, il y a eu bien sûr protestation. Le camp des deux est devenu le plus récalcitrant, qui ne voyait plus aux ordres de l'administration. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les meneurs, eh ben, on nous transfère au camp du Larzac. De nouveau, je me retrouve au camp du Larzac. Dans mes papiers qui m'ont été donnés, normalement, je devais sortir le 5 juin 1961. Mais je ne suis sorti que le 5 juillet 1961, un mois après. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, il y avait la grève de la faim, qui a duré 9 jours, de tous les détenus de France, y compris Ben Bella, et tous les détenus. Même à Cayenne, les Algériens avaient fait la grève pour revendiquer le statut politique. Bon, voilà. Mais donc, je suis sorti le 5 juillet. Mais quand je suis arrivé chez moi à Saint-Étienne, déjà, ma femme me dit, ah, il faut que tu ailles à la gendarmerie. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce qu'ils sont déjà passés il y a un mois pour t'amener au service militaire. Et à l'époque, on n'avait pas une convocation présentée au chef. Ils arrivent avec le camion, tu as un quart d'heure de dire, tu ramasses tes affaires, de dire au revoir à tes parents, et c'est tout. Alors, sincèrement, je n'ai pas réfléchi du tout. Je me suis dit, moi, j'ai déjà fait 3 ans, et puis il faut que j'aille faire l'armée. Mais je ne comprenais pas, d'ailleurs. Je l'aurais fait maintenant, avec le temps. Je ne savais pas que quand on ne faisait pas l'armée, c'était de la prison, c'était l'arrestation et tout ça. Bon, et du coup, quand j'étais interdit de toute la France, sauf l'île de France. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la ville de Vanves. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, je pense que vous êtes tous au courant, à la manifestation pacifique des Algériens le 17 octobre 1961, parce que l'administration à l'époque, c'était le préfet Papon, qui avait instauré le couvre-feu imposé uniquement aux Algériens. Bon, nous, d'ailleurs, on part de Vanves. Je reviens à Jean, quelle chance, parce qu'on a beaucoup de chance. Du coup, des Algériens qui revenaient de Paris,
qui disaient qu'il faut retourner chez nous parce qu'ils ont commencé à arrêter, la police a commencé à arrêter. C'est vrai que ce jour-là, c'est un mardi, il pleuvait, et ceux qui ont suivi les affaires, les photos, d'ailleurs je rends hommage à Elie Cagan, c'est lui qui a pris probablement les photos, les milliers de chaussures qui sont traînées, parce que déjà ils couraient, ils ne savaient pas où se mettre, on courait après, voilà. Et on retourne devant notre hôtel, il se trouve que notre hôtel avant, pour ceux qui connaissent, rue Pierre-Sémar, elle est un peu dans la descente. Et notre hôtel est dans le coin, en face du commissariat, à 200 mètres. Alors Saad, qui était avec moi dans le camp, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, écoute, si on y va, on va être arrêté. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décide de passer au parc de Gand, juste qui est à côté de l'hôtel. Le lendemain, moi, je vous assure que cette nuit-là, on a un peu peur quand même. Dès qu'on a entendu du bruit, on dit, ça y est, c'est les CRS qui sont là. Le matin, moi, je suis parti, je travaillais à l'époque au Mazda. Voilà. Lui, il travaillait dans le bâtiment. Et dans la semaine, dans cet hôtel de Gand, un vendredi, moi j'étais à la fenêtre, à 19h du soir, hop, l'hôtel était encerclé, paf, j'entends un coup de feu. Ils avaient tiré sur quelqu'un qui descendait faire ses ablutions pour faire sa prière. Donc voilà. Cette nuit-là, je pense que c'était une nuit pour moi en tout cas terrible, puisqu'il était une cinquantaine de personnes qui étaient concernées. Et là, ceux qui ont été les plus virulents, et je pense qu'ils étaient autorisés à le faire, c'était les harkis. Parce que, juste pour mémoire, le préfet Papon, comme ils n'ont pas pu démanteler le FLN à Paris mais ailleurs, ils ont fait venir des milliers de harkis de Constantine, d'Algérie, plutôt d'Algérie. Ils les ont parqués dans le commissariat du 13e et la majorité au commissariat de la Goutte d'Or, par 20 gouttes d'or. Voilà. Si je conseillerais à nos amis là de vous procurer le Ratonnade à Paris, de Sylvie Thénault, qui raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant la période des harkis à la Goutte d'Or. La période à la Goutte d'Or. Et du coup, on nous amène tous à la cartoucherie de Vincennes. Cartoucherie de Vincennes, je vous assure. Alors comment ça se passe? Paris, c'est par le mot, hein, ceux qui ont déjà fait le CRS. Il y a une file de CRS d'un côté, de l'autre, et non pas au milieu. Alors c'est les coups de poing. Je ne peux pas dire que tous les flics étaient comme ça. Mais il y en a certains qui lui donnaient des coups de poing, qui insultaient, qui crachaient, etc. Moi, je reconnais que j'ai reçu rien, ni crachat, ni rien. Bon, bref, j'ai été libéré le lendemain. Il faut savoir, quand on est dans ces camps, dans ces bâtiments, c'est des bâtiments de la caserne. Hein. Ben, il y a une première chose, on te met dans une grande salle. Alors, personnellement, je crois que d'autres aussi n'osent pas aller aux toilettes parce qu'on sait, certains ont demandé à aller aux toilettes, ils ne revenaient pas. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Du coup, certains... Voilà. Et puis, de temps en temps, ils viennent avec tuyau d'eau pour nous empêcher de dormir. Voilà. Je pense que c'est... Et après les 17 heures, après je reviendrai à l'association, j'espère que je vais être plus bref, on décide, en tous les cas, il y a eu une répression terrible, il faut savoir que il y a eu, d'ailleurs, je profite de l'occasion, en tous les cas, à nos amis, de se procurer le livre de la bataille de Paris, premier et deuxième livre. C'est Jean-Luc Enaudi, qui était éducateur d'ailleurs, qui a écrit ce livre, Madame LDRV. Il a recensé, premier livre, 146 cadavres retrouvés à la Seine ou enterrés dans les forêts. Il a écrit 10 ans après la bataille de Paris 2. Il a retrouvé 200, en plus de 146, enfin il a totalisé en tout 256 personnes. Voilà. Il est décédé il y a plus de 6 ans, et c'est grâce à lui d'ailleurs que papa lui a entendu un procès à Bordeaux, et c'est grâce à lui en fait qu'on a pu découvrir justement les crimes de Papon, préfet Papon. Voilà. Après le FLN, je pars en Allemagne, je me retrouve à Francfort, dans le but que j'aille faire l'armée des frontières en Tunisie, à la ligne Maurice-Tunisie. Voilà. Donc, comme dirait une autre chance, c'était les accords de Vienne, le 19 mars 1962. Donc, je n'ai pas pu aller en Tunisie, je suis retourné en France. Mais depuis l'indépendance, ça me travaillait cette histoire de crime du 17 octobre. J'étais pas tranquille. Et j'apprends, par la suite, qu'il n'y a pas que le 17 octobre comme massacre. Il y a eu le mai 45, où on parle à peu près de 45 000 morts. Il y a eu Skikda, qui est pareil, Kerata, Guelma. On a appris aussi que
à Paris, ici, le 14 juillet 1953, oui. Il y a eu 6 Algériens de tués, et puis on apprend par la suite que le 8 février 1962, face à l'OAS qui a foutu la merde en Algérie, l'Algérie a fait un sang, des milliers de massacres, tué des gens, brûlé des écoles, des bibliothèques. Les organisations de gauche, surtout le parti, a appelé à une manifestation. Il y avait quand même 500 000 personnes. Il n'y a pas eu pour le 17 octobre une manifestation comme ça. Bon. Et il y a eu 8 morts, je crois 8 ou 9. 9 ? Il y a 8, dont un membre du Parti communiste. D'ailleurs, c'est grâce à un photographe de l'Humanité qui a filmé tout ça. Merci à Raïm. Merci. Alors, on a bien conscience, hein, il y a au-delà d'un certain vocabulaire qui est daté, des références en termes de noms, en termes d'événements aussi. Il faut savoir, pour ceux qui sont un tout petit peu plus âgés que vous, le 17 octobre 1961, février 62, Charonne, tout ça, c'est des dates qui ont structuré non seulement l'histoire de la guerre d'Algérie, mais qui encore aujourd'hui animent des débats politiques. Des gens se retrouvent sur ces lieux clés aujourd'hui encore pour se souvenir, ne pas oublier ces moments qui ont été très importants, des moments de bascule, notamment de cette fameuse opinion publique française qui a finalement petit à petit dit il y en a marre de cette guerre d'Algérie, il faut que ça cesse. Et c'est ce qui s'est passé aussi sur le sol métropolitain qui a compté, c'est ce qu'on nous a dit Raïm à l'instant. On termine, et merci encore, on prend 10-12 minutes pour écouter Jacqueline, dont le témoignage est particulièrement également intéressant. Pourquoi? Jacqueline est une juive d'Algérie. La présence des juifs en Algérie est très ancienne, hein. Elle date de l'Antiquité. Alors est-ce que c'est avec les Carthaginois ou avec les Romains que les juifs sont venus sur cette terre qui deviendra celle d'Algérie? En tout cas, leur présence est très ancienne, plus ancienne que la conquête arabe de 705 de la terre qu'on appellera plus tard l'Algérie. Et donc ce que va nous dire Jacqueline, qui est réalisatrice de cinéma, c'est qu'il y a en fait entre cette culture arabe et cette culture juive bien des ponts, bien des passerelles, qu'elles sont sœurs, qu'elles sont mêlées, et que ce soit dans ses productions artistiques ou dans ce qu'elle va vous dire dans un instant, eh bien en fait on ouvre des portes sur l'avenir. Vous savez, là encore, je n'entre pas dans des discours trop longs, vous savez ce qui se passe du côté d'Israël, de la Palestine et de ces deux peuples, ces deux cultures que l'on présente toujours en s'affrontant. Eh bien, Jacqueline nous parle d'une histoire plus ancienne et nous montre que ces peuples autrefois étaient frères et on espère qu'ils le redeviendront un jour. Je m'appelle Jacqueline Messaouda Gozlan. Messaouda est mon deuxième prénom que mes parents m'ont donné, qui est en langue arabe, qui veut dire la bienheureuse. C'est déjà un préambule. Vous allez vous demander aussi, mais je ne me le demande pas, mais vous allez vous le demander. Je suis une enfant et maintenant une dame de 69 ans qui a une amnésie traumatique très très grave, puisque je ne me souviens de rien, de ce départ d'Algérie, de cette vie qui a été à la fois sans doute très belle malgré cette guerre, parce que j'avais 8 ans quand j'ai quitté l'Algérie en 1961, la fin novembre, et je suis née en 1953. Mon papa s'appelait Gabriel Gozlan. Il était né, vous allez sourire, en 1894. Donc il portait le sarouel, vous savez, le costume traditionnel arabe et aussi juif, puisque on est né dans la ville de Constantine, qui est une ville très spirituelle où juifs et musulmans pratiquaient, bien sûr aussi après les chrétiens, mais juifs et musulmans pratiquaient leur spiritualité avec beaucoup de bonheur, il faut le dire. Et ma maman, elle est née en 1913 et ma maman m'a toujours raconté, bien sûr, sa vie, mais moi, j'avais 53, la guerre commence en 54, et jusqu'à présent,
voyez, c'est comme les canons, ils sonnent dans ma tête, les bombes, et en même temps, je vais vous expliquer pourquoi je témoigne avec nous tous et pour vous tous aujourd'hui. C'est que quand on est très malheureux, quand on arrive d'un pays, vous savez, quand les familles disaient à maman, pars ma tante ou ma nièce, ils disaient à maman, pars vite, on va violer ta fille, Lyon. Ma famille, ils ont voulu, ils n'ont pas laissé le temps, comme la guerre était forte en 61, ils n'ont pas laissé le temps à maman, qui était une femme qui était cuisinière, dans une clinique pour les accoucher, à la fois juives, musulmanes, chrétiennes, toutes les accoucher. Donc le bonheur que maman avait à leur faire le couscous à ces femmes qui naissaient, c'était plutôt pour la vie, vous avez tous compris. Et la guerre, comme on dit les amis, c'est celle qui détruit et qui veut effacer. Mais on ne peut pas vouloir effacer. Et maman, elle ne parlait qu'en arabe jusqu'à la fin de sa vie, il y a 20 ans. Elle a eu la maladie d'Alzheimer, c'est toujours l'arabe qui l'a, vous voyez, qui a bercé sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est que maman était plus modeste, moi aussi avec elle. On logeait dans le grand appartement familial qui appartenait à mes grands-parents. Et mon papa est mort en 55, j'avais 2 ans. Il y a eu une bombe, ce n'était pas adressé à lui, c'était un an après le début de la guerre. Il allait à son magasin, il était tailleur, comme beaucoup de juifs en Algérie. C'était les petits, vous savez, dans les villes, les petites villes, il y avait dans les grandes villes comme Alger, il y avait le commerce ou les autres professions, le médical, les avocats, tandis que dans ma famille, mon papa était tailleur, il allait à son magasin le matin, il paraît qu'il disait toujours bonjour en arabe, il mangeait le beignet chez le marchand de beignets, et il y a une bombe, il est resté, maman n'a jamais pu me raconter tout ça, il a été 3 semaines dans le coma, et ils sont venus, maman a tout fait pour lui donner une chambre seule parce que c'était une chambre et beaucoup de monde dans les salles d'hôpital, vous le savez tous, c'était l'ancien temps, ça recommence malheureusement, mais bon, ça c'est autre chose. Mais sur ce, qu'est-ce qui s'est passé? Mon papa décède, ma maman se retrouve seule, et il y a plusieurs autres personnes, des frères et sœurs de maman, certains étaient partis en France en 1946, il restait encore des gens de ma famille. Ils ont fait maman travailler, elle m'a amenée sur le pont, elle m'a toujours dit, ma fille, tu pleurais quand... Parce que Constantine, il y a un pont, le pont suspendu. Et elle allait, elle courait, et bien sûr, il y avait les sons des bombes, c'était la guerre, dans l'autobus, tout le monde avait peur, les attentats la nuit, on appelait les nuits blanches parce que le couvre-feu, et tout ça, vous savez, vous êtes jeunes, et j'espère de tout cœur que vous serez toujours dans la vie, dans le bonheur, parce que vous savez vivre la guerre. Moi, je dis que je l'ai oublié, mais tous les jours, je la vis. Et ce qui se passe, vous savez, c'est que quand ils ont, ma famille, plus riche que nous, il faut le dire, a dit à maman, pars, parce qu'on va violer ta fille, si tu ne pars pas, tu vas mourir avec ta fille. Qu'est-ce que fait maman? Pourquoi ils ont dit ça? C'était des très hauts fonctionnaires, ceux-là. Ils travaillaient à la Banque de France, et ils ont dit, quand tu vas aller à Marseille, chez nous, tu vas garder les enfants de nos enfants, et nous, on t'envoie le cadre. Vous savez, le cadre, c'est un container où on peut mettre tous les meubles, ou les objets, ou tout ça. Maman, elle a cru, elle avait tellement peur, vous savez. Alors j'ai dit, maman, on est parti comment? Des C4, parce que Constantine, il n'y a pas la mer, comme à Alger ou à Oran. Et alors, comment on est parti? Elle me dit, c'est drôle, ma fille, rappelle-toi, rappelle-toi. Et moi, j'ai toujours vécu, vous savez, je peux presque en pleurer, mais je suis si heureuse de vous le dire, tout ça, pour que vous viviez heureux, pour que vous disiez toujours non à l'injustice, et être amis entre vous. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à Marseille, maman s'occupe des enfants, de ma tante et tout, et quand ils arrivent pour récupérer l'appartement, on n'était plus bon.
Et maman a dit, où est le cadre? Le cadre n'est jamais arrivé. Maman, on a ramené un couscoussier, vous savez tous et toutes, quelles que soient nos origines, ce qui est important pour une cuisinière et encore plus pour chez nous, le couscous. Donc, elle a amené son couscoussier, une serviette pour le hammam, parce qu'on allait souvent au hammam. Maman me racontait ça, le vendredi soir, on appelle le jour du Shabbat, avant le repos. Qu'est-ce qu'on faisait? Les familles musulmanes et les familles juives, elles allaient mettre le pain au four, parce que c'était un four collectif. Alors elles allaient mettre, même si c'était la guerre, il y avait encore toutes ces traditions communes. Elles allaient mettre, et puis on allait au hammam. Donc le hammam, cette belle serviette en éponge, il me la reste, mais elle est vraiment déchirée, je vous avoue. Et une photo, même pas la photo de mon père, je ne l'ai vu mon père en photo qu'il y a quelques semaines. Pas quelques semaines, je mens, il y a peut-être 2-3 ans. Je ne savais pas qui était mon père, celui qui était né en 1894. Vous imaginez, c'est un autre siècle. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive à Marseille avec maman. Quand la famille arrive, ben, celle qui avait nourri, comme vous savez pourquoi je comprends les migrants, l'exil, ça fait de nous des fantômes. Ils traversent la Méditerranée, les routes, et on s'arrive sans rien. Et ben voilà, maman, une fois qu'il n'y avait plus rien, elle n'avait même pas touché, elle n'avait rien eu d'argent. On nous met dans le tram qui nous amène à Paris. On arrive chez une autre famille, et il y avait 4 garçons, chez la sœur de maman et son mari, et 4 garçons, et eux c'est normal, il y a des garçons et des filles ici, ils coupaient, maman s'endettait pour me payer des petites trousses de couture, il est coupé ma poupée, parce que j'ai amené une poupée Bella, que j'appelais Bella, et les patrons de ma maman, j'ai oublié de le dire, avaient offert à ma mère, ils lui ont dit reste avec nous, parce que c'était les patrons de la clinique, nous te donnerons un travail, nous allons à Nice. Et maman a dit non, je vais avec ma famille. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilants les uns et les autres, savoir par qui vous allez être aimé et vous-même, vous donner la force d'aimer l'autre pour vivre. Et ensemble est bien. Donc qu'est-ce qui se passe? On arrive sans doute avec ce manteau qu'ils m'ont offert, un manteau bleu pétrole que j'ai gardé longtemps. Et qu'est-ce que maman fait? Elle arrive donc à Montreuil. Mon oncle était aussi tailleur. Et vous êtes bien jeune, mais c'est toute l'histoire aussi de la gauche en France et tout. Le Parti communiste était très fort. Et mon oncle avait fait des costumes pour un nommé Jacques Duclos. Et c'était très beau, ça. Mais la ville, ma tante et mon oncle et les enfants avaient un appartement, mais ils se sont dit aussi, elle va pas, il y a eu quelques mois, une année, elle ne va pas encore rester encore chez nous. Qu'est-ce qu'on va aller faire d'eux? Et toc, un nouvel exil, on se retrouve à Bobigny, chez une autre famille, qui avait 6 enfants. Eux étaient venus en 1946 et on était considérés, vous savez, comme maintenant les gens de seconde zone. Vous savez, ceux qui arrivent après sont toujours les mal-aimés. Et on était considérés comme les étrangers. Eux, ils sont arrivés en 1946. Nous, on avait l'algérianité en nous. Mais eux ont tout fait pour l'oublier, leur algérianité. Qu'est-ce qui se passe? On arrive chez cette famille, maman... Et elle donne, et on lui demande de l'argent. Vous savez, vous êtes toujours redevable de quelque chose quand vous n'avez pas l'indépendance. Et cette indépendance, vous devez toujours la gagner en travaillant, en étudiant. Et maman pleurait toutes les nuits. Et maman faisait bien le ménage chez ma tante. On dormait sur le sol. Je ne veux pas vous faire causer misère, mais vous savez, c'est le sort de beaucoup de familles. Quand elles sont exilées, il ne faut pas croire que tout nous est heureux. Et ce n'est pas parce que c'est votre ami et votre famille que vous êtes heureux. Il y a une chance que j'ai eue, je vous le dis. À Bobigny, il y avait la bibliothèque et il y avait l'école. Et qu'est-ce que j'ai fait? L'école, c'était mon vrai refuge. Et les bibliothèques,
le Parti communiste, dans les années, la fin des années 60, avait décidé, grâce à une grande auteure, la femme de Louis Aragon, Elsa Triolet, d'ouvrir les bibliothèques le dimanche. Et le dimanche, il y avait les personnes qui distribuaient l'Humanité dimanche, mais les bibliothèques étaient ouvertes. Et moi, c'était mon refuge. L'école, ça a été mon refuge, et j'ai eu une chance à l'école, parce que c'était bien plus facile, sans doute, qu'aujourd'hui. À l'école, nous étions toutes les cultures, chrétiennes, juives, musulmanes, tout, et même des personnes dans le respect de la laïcité, toujours, parce qu'on était toujours ensemble, c'est-à-dire qu'on allait manger chez les unes, chez les autres, et j'ai gardé, je vous le dis, une de mes meilleures amies encore, aujourd'hui. Elle s'appelle Fatia, et elle a été là, elle est née en France. Elle me disait toujours, tu es plus algérienne que moi, elle me dit toujours. Et je lui dis pourquoi, elle m'a dit, je suis née en France, mais toi, tu représentes mon pays, notre pays. Et ce qu'elle l'a fait, Fatia, quand maman est morte, elle est venue la veiller avec moi. Et sa famille aussi, je ne l'oublierai jamais. Et pourquoi je continue? Parce que je sais que nous avons peu de temps, mais une chose très importante, c'est que l'école m'a forgée. Et pour me restructurer, parce que je pouvais me suicider, je voulais défendre maman. Je voulais défendre, elle avait un fardeau lourd, et j'ai pris le fardeau, et j'ai milité. Parce que j'ai toujours été contre toutes les injustices. Et en militant, qu'est-ce que j'ai fait? Je me disais, pourquoi je souffre? Et je sentais que l'Algérie, je pouvais pas... je n'avais pas le droit de l'enfouir en moi, puisque c'est ma terre natale. Je l'aimais, ma terre natale, mais je ne me souviens pas de Constantine du tout. Et vous allez comprendre comment chacun de nous, tous ici, aussi bien les témoins que vous tous, eh ben, on peut toujours essayer de se reconstruire. Je me frappais la tête, je me disais, j'arrivais bien à l'école, on allait au musée du Louvre, nos professeurs, mademoiselle Gaudret, ma prof de français, elle était heureuse, j'aimais l'histoire. J'ai d'ailleurs toujours eu ça, ce goût de l'école. Parce que vous savez pourquoi l'école c'était bien pour moi? Parce que j'avais mes copines. Et on pouvait se confier nos vies. Parce que je me disais, eux ils ont des belles familles. Moi j'ai qu'une belle famille, c'était ma maman adorée. Et maman, elle a tout fait pour que j'aille à l'université, pour que j'aille partout, pour que je la sauve, au fond, de tout le malheur qu'elle avait vécu, que nos amis viennent de vous raconter, cette guerre. Et ce qui s'est passé, à un moment donné, j'ai dit, je l'ai senti que soit j'allais mourir, soit je vais vivre. Et j'ai dit, quelle est la manière, Jacqueline, de te sauver? J'ai réalisé des films, et comme a dit Jean Salva, mes films ont souvent le lien avec ma terre natale, dont un sur une grande dame de la musique judéo-arabe, Renette Loranaise, que vos grands-parents doivent connaître pour certains, où il y avait un pianiste musulman, et elle, juive d'Algérie, et toute algérienne, et toute la langue, la vraie langue arabe qui ressort. Et surtout, je vais vous dire qu'en faisant tous ces films, j'ai été, depuis 1987, je retourne sur ma terre natale, en Algérie, à Oran, à Alger, à Naba, Tiaret, là où est née Renette Loranaise, et j'ai été accueillie au 2e panafricain d'Alger, avec mon film sur Renette, en étant nommée en tant que femme juive d'Algérie, cinéaste de la diaspora. Et là, j'avais reconquis, comment vous dire à toutes et à tous, ma dignité, même en femme qui a ce traumatisme qui me fracasse encore la tête, parce que même un psychologue n'est jamais, et c'est pas de la faute du psychologue, mais c'est toute une histoire quand on est enfermé dans un drame, pour le faire sortir, la mémoire, c'est très difficile. Et donc, en étant cinéaste de la diaspora, en allant souvent à Alger, parce que quand je suis à Alger, on m'appelle Messaouda, je vais chez le coiffeur,
je chante la chanson de la mariée avec le coiffeur. On ne me reconnaît plus. En France, c'est mon pays, je l'aime, mais je suis sérieuse, entre guillemets. Mais en Algérie, vous ne me reconnaîtriez pas vous-même, parce que j'ai l'impression de pouvoir traverser la ville comme si je connaissais tout. Il n'y a qu'une chose qui me reste à faire, et c'est pour terminer, parce que je sais que le temps est compté, il y a une chose qui me reste à faire, c'est d'aller dans ma ville, Constantine, de retrouver la tombe de mon papa, et grâce à l'ONAC, où travaille bien sûr Jean Salva et Makuta, une personne de l'ONAC a récemment trouvé la tombe de mon père au cimetière juif de Constantine. Et je tiens à vous dire que c'est le plus beau cadeau de ma vie. Et je dois retourner dans ma ville, sûrement que mon traumatisme sera guéri. Mais il y a deux choses importantes, parce que je ne dois pas parler que de moi, c'est pour parler aussi de la mémoire à la fois des Juifs d'Algérie et des indépendantistes algériennes et algériens. C'est qu'en 1870, il y a eu le décret Crémieux qui a fait que on a donné la citoyenneté aux Juifs d'Algérie. Et en donnant, je dis mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde, hein, sachez-le, en donnant la citoyenneté aux Juifs d'Algérie et en ne la donnant pas aux musulmans, ça a divisé. C'est peut-être une des... Si on avait donné la citoyenneté française, peut-être que la guerre n'aurait pas eu lieu. Mais c'est mon avis, attention. Mais sachez bien que le régime de Pétain, le régime de Vichy, de 1940 à 1943, quand il a bien voulu retirer la citoyenneté des Juifs, on s'est retrouvés indigènes. Ma maman ne pouvait plus exercer, c'est-à-dire, je crois qu'elle était très jeune, bien sûr, à ce moment-là, mais il y a eu des problèmes d'exercice de son métier, il y a eu des biens qui ont été spoliés, on n'était plus reconnu dans la République. Et après 1943, on est redevenu citoyen français. Ça, je voulais bien vous l'expliquer, c'est très important. Chaque régime, parfois, c'est des régimes, comme tout le monde ont expliqué les amis tout à l'heure, des régimes, entre guillemets, qui oppressent et qui peuvent tuer l'histoire et qui peuvent détruire. Mais il y a eu aussi un beau moment d'histoire très très difficile, mais que je dois aussi vous montrer aujourd'hui. Il y a eu un ministre de la Justice qui s'appelait M. Edmond Michelet, et Mme Simone Veil était la directrice de l'administration pénitentiaire. Et quand elle a vu que des femmes algériennes, et des hommes bien entendu, étaient torturés, et bien ce qu'elle a fait, c'est que son ministre lui a dit « Allez en Algérie voir ce qui se passe dans les prisons ». Elle y est allée. Il y a eu des femmes comme Gisèle Halimi, l'avocate, mais Madame Veil a tout fait pour que ces personnes torturées viennent en France, à Fresnes et dans d'autres détentions. Et quand elle partait en vacances, parce qu'elle avait vécu la Shoah, et que sa sœur, qui était une résistante à Montluc, Denise Vernet, ont été en camp, et bien ce qu'elle a fait, Simone Veil, c'est qu'elle a compris la torture de ces hommes et de ces femmes, dont Djamila Boupacha, et elle s'est investie dans la lutte pour que ces femmes et ces hommes ne souffrent plus jamais. Et elles ont retrouvé la dignité, elles sont arrivées en détention, et il y a eu, et à tout jamais, Djamila Boupacha et Gisèle Halimi, tout le monde a donné reconnaissance à Madame Veil et à Gisèle Halimi pour ça. Parce que de la souffrance, on doit faire naître une force, de la lumière et du bonheur pour vous tous. Je vous remercie. Nous allons entamer la deuxième partie
de cette séance où, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez échanger avec les témoins sur ce qu'ils vous ont dit de manière générale, et je m'adresse à Yasmine et Alexandre. On produira sans doute, j'ai écouté les témoignages, un petit lexique. On a parlé d'OS, on a parlé de la ligne Maurice, on a parlé de Simone Veil, donc des dates, des lieux, des personnes, des événements, pour essayer de faire suite à cette séance. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, avoir des éléments de connaissance qui permettent de mieux se repérer dans cette histoire complexe. On ne peut pas tout décrypter, il y a tellement de choses, le putsch, etc. Donc comptez sur nous, l'ONAC produira pour la PJJ un petit lexique qui approfondira des éléments de connaissance. Alors, sur ces éléments-là ou sur d'autres, est-ce que vous avez, mademoiselles, messieurs, des questions éventuellement à poser à Jacqueline, Raïm ou Jean-Pierre? Vous nous avez un peu raconté comment on vous a reçu, mais est-ce que officiellement, de la part de l'État, de la part de la mairie où vous habitez, est-ce que vous avez eu un traitement particulier ou une reconnaissance particulière? Oui, je suis parti le 6 juillet 59, je suis rentré fin septembre, et c'est bon. Jacqueline. Voilà. C'est la raison. Simplement, je suis rentré, on va dire, avec une permission libérable qui a duré 23 jours, et à part mes parents et des copains qui m'attendaient sur le quai de la gare, c'était tout. J'ai pris donc quelques jours pour reprendre un peu mes contacts avec ma famille. Je savais que je vais reprendre mon travail 23 jours après. Et bien j'ai repris mon travail, il n'y avait pas de cellule psychologique, on ne m'a pas demandé ce que j'avais ressenti, on ne m'a surtout pas demandé ce que j'avais pu faire ou ne pas faire, rien, pas d'indemnité, rien, pas de soins, pas de cellule psychologique, je l'ai dit. Non, je suis rentré dans une indifférence générale. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait la censure. D'abord, les moyens, les réseaux sociaux n'existaient pas. La télévision était censurée, la presse était censurée quasiment, on ne racontait rien. Et on écoutait simplement la radio, la télévision, il n'y a pas grand-chose. Donc les gens étaient peu informés. Et puis je crois qu'au fond d'eux-mêmes, il y avait une certaine honte pour certains. Donc tous ceux qui étaient élus ou qui nous avaient embarqués là-dedans, bah, c'était motus boule cousu. Non, rien. Je vais être vraiment pas poli. C'était plutôt le style, t'es rentré, tu ne nous emmerdes pas. Hein? Alors tu rentres, tu nous fiches la paix, puis on attendait, nous, simplement, on essayait de prendre des nouvelles des copains quand il allait rentrer, c'est-à-dire ceux d'après. Mais c'est tout. Mais une particularité, c'est que pour des tas de raisons, que je n'explique pas, certains peut-être ont fait le contraire de moi, c'est que j'ai eu pendant quelque temps quelques contacts avec des copains où je me trouvais, et un jour la vie nous a séparés, parce que chacun a fait son job et est parti. Moi-même, j'ai quitté ma province parce que j'ai voulu quitter mes attaches familiales, parce que je me sentais plus bien où j'étais, ça n'empêchait pas d'aimer mes parents et mes femmes, mais j'avais besoin de foutre le camp, ce que j'ai fait quelque temps après, je suis allé sur Paris. Mais je vais vous dire, j'entretiens plus de contacts amicaux avec mes camarades ici présents, que je n'ai pas connus à l'époque de mes 20 ans, mais que j'ai connus 40 ans après. Ils en savent plus que ceux qui me sont proches, et je dirais, j'ai perdu de vue, mais je n'ai pas cherché à relier les gens. Peut-être parce que c'était assez lourd, parce que nous n'avions pas envie de parler de ce que nous avons vécu. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu notre jardin secret. Donc rien au retour, rien. Beaucoup de choses sont mélangées, et c'est vraiment la question qu'ils ont. Est-ce que les harkis, c'est vraiment que des traîtres? Non, oui. Et c'est vraiment ces questions-là qui se posent aux jeunes. Avec la définition, les deux définitions que vous avez données, c'est la réaction qui est ressortie directement en disant c'est des traîtres. Non, alors, voilà, oui. Il faut éclairer un peu plus clair. Ok, alors, je vais donner, alors, par rapport à cette séance, vous voyez, par rapport aux témoins, donc, je voudrais dire une chose, c'est que, et c'est intéressant, je pense à notre ami Messaoud, donc qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, qu'il faudra qu'on vous présente pour discuter avec lui. Lui vous dira ces mots. C'est que le recrutement des harkis, donc je l'ai dit tout à l'heure, des forces supplétives, donc c'est-à-dire des troupes auxiliaires, en fait, des aides de l'armée française, le recrutement n'était pas toujours volontaire. Il n'était pas toujours volontaire. Parfois, c'était un recrutement contraint, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne vous laissait pas le choix. On vous engageait du côté des Français. Alors vous pouviez le faire
Parfois, les troupes françaises le faisaient par la force. Parfois, vous le faisiez par nécessité parce que votre village venait d'être cramé. D'ailleurs, ça pouvait être par l'armée française, ça pouvait être par le FLN, et vous vous retrouviez sans ressources. Et pour manger, pour faire manger votre petit frère, vos petites sœurs, votre famille, etc., vous n'aviez pas le choix. Donc, ce que je veux vous dire, c'est le principal message que je veux vous transmettre là, c'est que c'était pas un recrutement, si vous voulez, volontaire, classique, où venez là et puis moi je vais jouer ma carte. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien souvent, il faut intégrer ça, la notion de contrainte, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas eu le choix et qu'on a forcé à mener certaines opérations qui... voilà. Oui. Alors, un petit mot, Jean-Pierre. Concernant les harkis, moi j'étais dans les tirailleurs algériens, donc il n'y avait pas de harkis, mais il y avait des harkas à côté de nous. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est à l'appui de ce que vient de dire Jean et d'autres copains, c'est que le problème des harkis, on a soulevé le problème social, c'est-à-dire que vous êtes coincé entre un aspect économique, de famille ou de passion. Si Messaoud, notre ami, était là, il vous dirait que son père, ou grand-père, je ne sais même plus, qui avait fait 39-45 et était bardé de médailles de décoration, lui et sa famille ont été exterminés à cause justement d'avoir servi la France et de ne pas avoir s'être contenté sans doute de dire « je suis français », point barre. Et donc il a perdu 6 membres de sa famille. Oui. Et la complexité, c'est qu'ensuite, il était instituteur pour préserver la vie et maintenir ses petits frères et petites sœurs qui étaient jeunes. Il est resté, il lui est rien arrivé parce qu'il est instituteur et n'a pas pris les armes. Je résume pour lui, je me permets. Mais et ce n'est qu'au moment des accords d'Évian du 18 mars, qui ont succédé au cessez-le-feu du 19 mars, et la guerre s'est pas arrêtée pour autant après, c'était un vieil litige entre anciens combattants. Mais je dirais, lui, il n'a pas eu de problème, sauf un jour où une unité a considéré qu'il était collabo et traître, et il porte sur lui 16 traces de sévices. Et par contre, il a été sauvé par un officier de l'ALN qui lui a dit « tu te barres parce que c'est pas la peine que tu restes là ». Il n'est jamais retourné en Algérie. Moi, ce que je voulais dire, simplement par rapport à l'histoire de ce que je connais, et m'être intéressé à ça, c'est que concernant les harkis, je mets de côté ceux qui se sont dit « nous sommes français ». Alors, étant avec la France. Et puis, l'autre aussi, dans les familles, je me dis, j'ai vécu ça à travers ma famille du maquis. En 1900, j'étais en 39. Bon, j'ai connu ma famille et qui était revenue des 30-45. Ceux qui sont allés les camps, celui qui a été fusillé, et ceux qui n'en parlaient pas ou peu. Mais le fait, c'est que certains, dans les familles, ont rejoint le maquis, et les autres les harkis, et puis les autres rien. Alors c'était un méli-mélo. Mais je dirais que par contre, la France, elle s'est mal conduite. C'est-à-dire qu'elle avait accepté que les forces supplétives, Moghedzi, Harki et autres, servent la France, mais au moment où il y a eu la déclaration de l'Évian, les accords ont été bafoués, c'était des bouts de papier, ils n'ont pas été appliqués, et il y a eu ce que j'appelle les vengeances, à savoir les durs de durs. Et mon ami Messaoud nous fait sourire en disant il faut se méfier des Martiens par rapport au mois de mars. Ça rappelle mon père qui disait toujours méfie-toi mon fils des collaborateurs de 1946, ceux d'après la guerre. Vous savez, en 1945, on a vu fleurir des gars qui n'avaient jamais fait de résistance, mais alors il y avait tout de suite le brassard. Mon père ne le portait pas parce qu'il était dans la résistance, on valait mieux pour. Mais si vous voulez, la complexité, c'est ça. Et je dirais que la France a fait en sorte que de donner des instructions en date de juin, je n'ai pas la date, vers le 24 juin 1962, le ministère des Armées, sous l'autorité du président de la République de l'époque, a officiellement écrit qu'il était interdit aux officiers encadrant sous-officiers de ramener les harkas ou les harkis en métropole. On les a donc désarmés, on les a laissés. Il y a un très bon documentaire qui s'appelle Adieu l'ami, ou Adieu tout court, et qui montre comment ça se passe. Et les gars sont restés, avec en face d'eux des gars qui voulaient se venger. Entre parenthèses, peut-être que certains même qui étaient dans l'ALN ou le FLN étaient moins combattants que toi.
mais ça profite des vengeances. Tous les cas. Après la guerre, c'est toujours ça. Il y a toujours qui se servent après les autres, et les premiers d'ailleurs, pour ceux qui ont combattu. Et il y a ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'être rapatriés par des officiers courageux. De la Bollardière en est un exemple, puisqu'il a été démissionné de son poste de général, et d'autres ont ramené l'autre. Moi, vous l'êtes. Donc, si vous voulez, la France s'est mal conduite d'un côté, et l'Algérie s'est mal conduite en temps parce qu'elle n'a pas voulu aussi comprendre pourquoi il y avait des harkis. Ça, c'est mon analyse personnelle d'ancien d'Algérie, un pathos, comme on dit, et qui n'a pas été chez les harkis, mais qui connaissait bien. Et je termine en disant que pendant mon service militaire, j'ai côtoyé des commandos spéciaux, donc le commando Georges. Et le commando Georges, ça n'a rien à voir avec les harkis, mais par contre, c'était des ralliés. C'est-à-dire, c'était des anciens combattants de l'armée de libération nationale, à qui on a proposé de l'argent, et on leur a dit, tu sers la France. Et les commandos Georges avaient sur eux une carte d'identité. S'ils étaient pris par l'armée française, parce qu'ils désertaient, je ne veux pas cher de leur peau, mais s'ils étaient pris par leurs copains anciens de l'armée de libération, c'était pareil, ils étaient condamnés. Donc ils continuaient à avancer. J'ai un document chez moi. Voilà. Merci. Juste une petite. Raïm. Juste Oui, une bien sûr. petite. Non, ça, on va pas rester là-dessus parce que c'est un problème qui partout est posé. Pour bien comprendre le cas des harkis, moi je conseille à nos amis éducateurs de se procurer le livre de Pierre Dôme. Pierre Dôme a écrit 2 livres, Anthony Carpin, où il explique la situation des harkis depuis le début jusqu'à la fin. En gros, mais je vous le conseille, il dit qu'il y a 10% qui volontairement ont choisi la France. Et il dit qui sont les 10%. Ce sont les propriétaires terriens, les bourgeois en fait, indigènes, les bourgeois indigènes qui ont 10% rejoint l'armée française. Les 90%, là ce qu'il dit, c'est-à-dire, sont tous, soit c'est des paysans, soit des gens qui n'ont jamais connu ni la LN ni le FLN, mais pour des raisons économiques, ils n'avaient pas de boulot. Non, le boulot. Donc, ils profitaient de cette situation, d'une part. D'ailleurs, il n'y a pas le choix, du côté FLN ou du côté de l'armée française. J'ai besoin de toi pour interpréter, tu veux pas, ok, passe à la casserole. Du coup, il accepte. C'est pour ça que 90% étaient victimes du système colonial, du gouvernement, et 10%, d'après Pierre Dôme, ont, eux, volontairement accepté de collaborer avec la France pour que l'Algérie reste française, pour qu'ils gardent leur intérêt à eux, comme ceux des colons. Moi, j'ai des questions à vous poser, les jeunes. Puisque j'ai eu la chance d'avoir aussi 2 garçons, ils sont à un certain âge maintenant. Mais vous êtes jeunes, vos propres familles. Je vais réfléchir brutalement comme ça me vient. Hein, c'est-à-dire avec peut-être des erreurs d'aiguillage et ainsi de suite. Et vous m'en parlerez. Je me dis, vous vous trouvez avec un vieux vivant qui a fait la guerre d'Algérie, qui a combattu les armes à la main, qui était contre, qui est parti quand même, qui s'est conduit comme il pouvait se conduire en être humain, qui a à se reprocher d'avoir fait la guerre, qui n'a pas les mains toujours propres, mais qui, de l'autre côté, n'était pas un salaud. Alors, quand j'entends certaines choses maintenant, et moi je vous comprends, dans vos propres familles, où vous avez eu l'équivalent que je suis, et que je respecte, qu'est-ce que vous pensez maintenant de tout ça, dans la mesure où on cherche actuellement à établir des relations entre les 2 pays, et c'est difficile. Je n'ai pas à parler de la politique algérienne, il y a déjà celle de la France qui est difficile, et chacun balaye dans sa porte. Mais je dirais simplement, comment vous ressentez, vous, et comment vous voyez l'avenir? Parce que finalement, c'est vous qui êtes l'avenir. C'est-à-dire que, pour moi, ce que je peux attendre, c'est demain de retrouver mes petits-enfants et ainsi de suite avec vous, et de partager, et qu'il n'y ait pas de tout sens tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir, plus ou moins déformé, hein, et ainsi de suite. Donc j'aimerais votre ressenti à travers ce qu'on a dit. Vous rendez compte? Raïm, il était de la FLN. Qu'est-ce que je peux penser? Quand Hadj Bachir est là, il était de l'armée de libération nationale. Il a combattu dans les maquis, dans les et on se serait retrouvés face à face à 20 ans. On se flinguait allègrement. Oui. C'était lequel des deux? Rien des jeux. Mais vous rendez-vous compte, parce que vous n'êtes pas loin, peut-être que certains ont dans les environs de 20 ans ou moins. Vous imaginez
qu'on vous dit à 20 ans, tu te barres, on te donne des mitraillettes, des grenades, puis tu te balades dans le Djebel, et puis le premier que tu rencontres, tu rafales, et ainsi de suite, au nom de quoi? Bon, je vous parle un peu cash, hein, mais donc j'aimerais savoir, au fond de vous-même, je m'en fous qu'on se parle avec les mots qu'on a. À mon âge, on parle un petit peu mieux de temps en temps, même si on ne sait pas toujours comprendre. Mais on a l'habitude. Mais j'aimerais connaître votre ressenti de ce que vous venez d'entendre auprès de nous. Oui. Hein? Moi, dans ma famille, on me pose la question, et ma femme en particulier, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as à faire à ton âge de rabibocher, de parler de tout ça? T'as pas tiré hein? J'ai la chance d'avoir une femme beaucoup plus jeune et qui est née au Maroc, hein, d'un père immigré sicilien et d'une mère immigrée espagnole qui a fui les fascistes. Donc vous voyez, ça fait beaucoup. Je suis breton et normand, c'est pas non plus double nationalité aussi moi. Mais donc, je vous le cède la parole. J'aimerais connaître votre ressenti. Oui. Comment vous voyez l'avenir et qu'on cesse de stigmatiser la jeunesse? Qu'on arrête tout ça de dresser les uns pour les autres, parce que ça profite à qui? Pas à vous, pas à nous. Non. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Moi, je vais vous parler d'une personne qui m'a, qui m'a tout le temps guidé, grâce à lui, que je médite aujourd'hui pour le transmettre, c'est Stéphane Hessel. Alors Stéphane Hessel, à l'époque, je me rappelle, je crois que c'est en 1946, il était jeune, il avait 26 ans en tous les cas. Il a fait partie de la commission des déclarations universelles des droits de l'homme. Oui. Il a proposé un article qui a été accepté dans cette déclaration. Et depuis, il a tout le temps milité, d'abord, pour la paix entre les peuples. Il a milité contre les injustices. Il a milité pour l'égalité des droits. Il a milité pour le respect des jeunes. J'en profite, j'ouvre une parenthèse, pour ceux, je pense, qui connaissent, de quelques jeunes. Il y a, en octobre 83, quand il y a eu la répression et la théorie des 174 jeunes dans le sud de la France, à la fois par justement des personnes d'extrême droite et aussi par la police, et certains n'ont pas aujourd'hui trouvé leur coupable. Bref, c'est pas, j'ouvre une parenthèse. Il a lutté, bien sûr, Stéphane Hessel, il a, disons, allé pour abrècher, il a été de tous les combats. Et il y a 4-6 ans, avant de décéder, il a écrit un petit brochure et il a dit « Indignez-vous, oui. Indignez-vous, ne laissez pas, c'est-à-dire devant vous l'injustice, si elle est devant vous, combattez-la, oui. Soutenez les gens autour de vous. » C'est ça justement la véritable justice, c'est le véritable dialogue pour la paix, tout ça. Et 2 ans après, avant sa mort, il a écrit un autre revue, c'était « Engagez-vous ». Oui. Indigné, oui, mais ça ne suffit pas. Engagez-vous. Voilà, c'est le message moi, que je transmets à tout le monde. Engagez-vous pour qu'on vive ensemble avec nos diversités. Voilà, j'y tiens. Et Stéphane Hessel a été dans les locaux de la Gestapo à Paris. Et sa famille, c'est une famille de juifs allemands exilés. Et toute sa famille a porté ce combat et le combat de Stéphane Hessel. Et comme ce que vous dites, madame, il est universel. Et c'est ça aujourd'hui que nous sommes, nous tous ensemble. Que ce soit de n'importe quelle culture, c'est universel. Parce que ce qu'on veut modestement, nous tous les trois, et ce que dit Raïm avec Stéphane Hessel, c'est un langage qui nous parle à tous. Et c'est ça, je vous remercie non seulement... Nous, c'est normal, on vient vous donner quelque chose et on sait qu'on n'est pas éternel. Mais comme on dit toujours avec Jean, Emma, Jean-Pierre, Raïm, Messaoud, moi, Raïm et tout, on dit une chose. Il y a un grand écrivain, Elie Wiesel, qui a dit « Celui qui écoute les témoins devient témoin à son tour ». Et c'est ce que, madame, vous avez très joliment exprimé. Et merci à vous tous et toutes et tous, parce que le combat féminin et féministe est important aussi. Allez, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup.